Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, je vais ici d'abord traiter le défilé du 15 août 2019. Vous savez que le Congo est officiellement indépendant au 15 août 1960. Mais l'indépendance a commencé déjà depuis le 28 septembre 1958. Mais officiellement, c'est le 15 août 1960. Et cet événement qui aujourd'hui nous souhaitons certainement le 59e anniversaire de cette indépendance. Mais il faut se dire que pour tout citoyen congolais qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience qui est raisonnable, qui sait qu'il est citoyen, qu'il a ses droits et devoirs envers son peuple, et ce citoyen qui soit civil, politique et militaire, ne peut accepter de participer à cet événement, sauf les sujets, les indigènes et les esclaves de Sassou et d'Enguesso. Pourquoi sujet? Parce que s'il suffisait d'obéir à une autorité ou à un pouvoir injuste, les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté, la dignité, la justice et le but même de la condition humaine, en tenant compte de la réalité de la condition humaine et sociale au Congo-Brazzaville? Des indigènes, parce que Sassou Nguesso est le sous-préfet et de la France-Afrique, par translation, nous sommes les indigènes de la France-Afrique. Donc lui, il est le maître indigène et qui a transformé ses semblables en indigènes. Ils sont civils, politiques et militaires. Et citoyens parce que, ou esclaves parce que dans le droit international ou même dans les principes même des droits de l'homme et du citoyen figure la liberté et la dignité. Si on vous prive de liberté et de dignité, vous ne pouvez plus avoir la liberté même de penser, d'expression et même d'association. Je peux encore aller plus loin. La liberté d'opinion et même de conscience. On ne peut plus bouger librement dans son propre pays. Ailleurs, on dit, on est chez nous. Je suis libre de faire ce que je veux sur ma terre natale, sur la terre de mes origines, chez moi. Je suis congolais. Mais sous quel droit le dictateur Sassou Nguesso peut-il priver les Congolais de la mobilité et de cette liberté et dignité? Mais ce n'est pas tout. Sassou Nguesso vous a privé de vos droits et devoirs des citoyens. Les droits, déjà, il faut voir. Le pouvoir d'achat au Congo, où les bourses des étudiants ne sont plus payées depuis des années. Et les salaires des fonctionnaires, ils les payent au compte-gouttes en fonction de sa volonté. Et les pensions retraite, donc le pouvoir d'achat au Congo est presque nul. Il n'est que du côté du régime et de ses serviteurs volontaires ou des collabos. Le Congo, les Congolais sont dans la merde. Donc si on vous prive de votre individualité en tant qu'individu, puis citoyen, et donc vous devenez quelque part esclave. L'esclave aussi, vous avez des devoirs. On vous demande de vous battre pour libérer votre pays. Et donc, les gens qui vont participer à ce défilé et qui s'associera dans sa tribune là-bas, avec sa force d'insécurité, avec son armée clanique, accompagnée des mercenaires,
Et voilà, donc vous êtes là, c'est une confiscation d'un État. Et je vous le rappelle que nous sommes en présence d'un dictateur qui est déjà à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, parce qu'il a brisé des vies. Et nous sommes là en train de l'accompagner. Et n'oublions pas de confiscation de l'État congolais comme sa propriété privée. Vous savez que les moyens colossaux de l'État, dont il s'en est accaparé de manière illégale, illégitime et d'ailleurs injuste, il n'a pas reçu mandat, il en abuse. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque vous, en tant que peuple civil, politique et militaire, vous n'êtes pas capable de prendre votre responsabilité en tant que déjà citoyen, que vous avez les droits et devoirs de défendre votre pays. Et nous ne parlons pas des armées, parce que les armées, depuis historiquement et jusqu'à nos jours, il y a des fondamentaux des armées, défendre le territoire, les institutions, quel que soit le régime politique. Et n'oublions pas le peuple. Et là, sur ce plan, nous n'avions plus d'État. Les notions les plus insignifiantes de l'État ne sont plus respectées. Alors, donc, le peuple, on n'a plus de peuple, puisque nous n'avons pas pris notre responsabilité. Et donc, Sassou Nguesso va être certainement accompagné de ces sujets, de ces indigènes et de ces esclaves. Ils sont civils, politiques et militaires. Vous allez voir. Donc, pour ceux qui sont libres dans leur tête et qui ont une éducation et l'esprit de la liberté et de la dignité, ils vont dire non, mais c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Mais bien sûr que Sassou Nguesso est une parenthèse de notre histoire. Et donc, ce défilé du 15 août 2019 est un événement pour les Congolais libres et dignes, et dans la douleur d'ailleurs. Mais c'est une parenthèse de l'histoire. Donc, nous trouvons les stratégies pour faire partie de cette dictature qui est aujourd'hui fichée aux yeux de la conscience même africaine et même de l'opinion mondiale, que c'est la dictature la plus féroce qui est encore en service en Afrique noire. Du jamais vu. C'est la dictature la plus féroce du continent noir. Cette dictature France-Afrique. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, ceux qui vont aller à cet événement, donc vous acceptez de votre plein gré de devenir un indigène, 2 sujet et 3 esclaves de Sassou et de Nguesso. Bien entendu, beaucoup sont entraînés, conditionnés, d'ailleurs sont sous emprise. N'oublions pas que le peuple aujourd'hui est pris en otage. Mais collectivement, ben oui, je préfère avoir un individu qui est debout et qui est 1000 individus assis. Et ce qui se passe au Congo. Et après Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? Parce que cette situation de Sassou Nguesso donne beaucoup d'idées à ceux qui ont l'esprit ou des réflexes de ce que Sassou Nguesso fait. Et c'est les raisons pour lesquelles moi, en tant que messager, lanceur d'alerte, éveilleur de conscience, je veille votre conscience. Parce que certains individus qui sont devenus des contre-résistants ont pris pour assignation les individus libres qui luttent contre cette tyrannie. Et donc, ils viennent nous insulter, nous charger sur les médias, réseaux sociaux, réseaux images, Facebook, Twitter, autres. Donc, on les sait. Comme on dit dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et on dit toujours que parfois, la vengeance c'est un plat qui se mange froid. On les renvoie des lettres et rappels. Que laissons-nous libres. On se bat contre une dictature. Prenez votre chemin. Si vous êtes avec nous, on va ensemble. Mais pourquoi vous êtes en train de s'acharner contre ceux qui sont libres et qui risquent leur vie face à cette dictature qui a pris tous les moyens colossaux de l'État? Et je vous l'ai toujours dit, ces moyens sont colossaux. Donc, par conséquent, ceux qui comprennent est que ne laissez pas votre pays à n'importe qui. Parce que ces moyens, les moyens de renseignement intérieur et extérieur, c'est secret, avec tout ce qu'ils ont commis comme crime avec ces moyens. Les moyens de la diplomatie et du lobbying,
Vous voyez qu'on nous attaque ici régulièrement et au quotidien ici en Occident. On a des procès. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser les biens de la famille ou les autres pour aller défendre une cause commune alors que nous sommes collectivement pas capables de dire oui, il y a une situation, on va ensemble. Donc il y a des moments où d'autres disent non, mais je ne veux pas et je laisse la horreur de l'homme. Donc c'est ce que le régime veut. Et ces colporteurs de la contre-résistance sont parmi nous. Et vous avez compris. Et je sais là où je parle. Je parle à des gens qui m'écoutent. Et donc, ces moyens aussi, les moyens de la force publique, que vous allez voir pendant ce défilé, ils sont devenus des esclaves, des sujets. Ailleurs, non, on ne se laisse pas faire. Les moyens de la justice qui la transforment en une injustice. Oui, l'injustice à ciel ouvert. N'oublions pas les codes publics. Les ressources naturelles, c'est leur État. Il s'agit bien sûr d'une privatisation de l'État. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque vous n'êtes pas capable de prendre votre responsabilité. Moi, en mon âme et conscience, ce défilé, et du 15 août, bon, certains vont l'observer. Bien sûr, pour lui, il va monter pour les photos de l'histoire. Ça va rester qu'il est là, il a fait ça. Pour lui, il n'y a pas de souci. Mais historiquement, on va peut-être oublier ça. Mais il faut voir les contextes pour les historiens et autres, les politologues et autres, qui vont étudier ça dans l'espace et le temps. Mais pour Sassou Nguesso, il s'en fout. C'est un être sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Vérité ou mensonge, c'est pareil. C'est quelqu'un où le ridicule ne tue plus, la honte et compagnie, rien du tout. Donc, vous êtes quelque part pris en otage en tant que peuple et vous allez l'accompagner. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque vous, individuellement et collectivement, autant au niveau civil, politique et militaire, vous n'avez pas pris votre responsabilité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le régime de Sassou Nguesso est aux abois. C'est une bonne route. Donc, pour divertir les Congolais, et donc à trouver là un bon plan, qu'on a découvert le pétrole dans le nord du Congo. Et notamment, dans la Kivette, on parle de la Kivette, on parle de la Songa, on parle de la Likwala. Donc, et pourquoi le clan du dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il investi des millions de dollars des comptes publics pour chercher le pétrole qui n'existe pas? Le pétrole est imaginaire. Ce pétrole dans le Nord est imaginaire. Économiquement pas rentable. Ce n'est pas possible. Nous sommes au cœur de ce qu'on appelle la durabilité. Au cœur des lois physiques, chimiques, biologiques et géologiques. La nature a eu du temps pour fabriquer certaines choses. Donc on ne peut pas trouver du pétrole en abondance dans le Nord. Donc, et pourquoi Sassou Nguesso a-t-il lancé cette opération de communication, soi-disant qu'on a découvert le pétrole dans le Nord? Je vous informe que le titre est déjà éloquent, Banque Route. Donc, pour donner espoir aux Congolais en général, mais en particulier la population du Nord. Et c'est ça les raisons. Donc, Sassou Nguesso et son clan vient de lancer une grande opération d'escroquerie politique, économique et voire scientifique. Et c'est ce que je vais vous expliquer. D'abord, commençons d'abord par l'escroquerie politique et cette diversion politique. Oui, donc ça fait partie de ces deux raisons pour lesquelles le dictateur Sassou Nguesso a lancé cette opération-là. On parle d'une situation d'un pays en faillite, qui est bientôt en cessation de paiement, pour espérer ou faire rêver les Congolais, et qui sont désormais ignorants, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. On va dire qu'on a découvert le pétrole dans le Nord. Et alors que Sassou Nguesso n'a pu gérer l'abondance du pétrole du Sud Congo, notamment du Kwilu, et qui nous a placés depuis ces années-là au 4e rang africain des pays producteurs de pétrole.
Mais comment cela se fait-il qu'un pays de moins de 5 millions d'habitants, quatrième pays producteur de pétrole, et que 80% de la population de la mer, et ce pays se retrouve sous programme de FMI, et que l'éducateur Sassou Nguesso lui-même est incapable d'appliquer aucune des 48 mesures demandées par le FMI. On aurait trouvé, il y aurait d'autres choix, mais les choix viendront du peuple. Parce que si nous ne prenons pas notre responsabilité, ils vont continuer à fracasser ce pays. Et donc, je vais ici rentrer au cœur de ces deux raisons pour lesquelles le dictateur Sassou Nguesso a lancé cette OPA de la diversion et de l'escroquerie politique, économique et autres. Parce qu'au cœur des enjeux, c'est toujours les deniers publics qui ont été mis là pour faire cette opération de diversion avec les courtisans, valets locaux et autres. Et n'oublions pas tous ces mafieux en col blanc qui sont venus là pour accompagner le régime. Parce qu'on a touché des commissions sur ces puits à exploiter. Non, il n'y a pas de pétrole dans la cuvette et dans la Sangha. Et n'oublions pas la Likwala. Bon, la raison diapolitique. La raison politique, parce que Sassou Nguesso, dans l'art de diviser pour régner, a divisé le Congo en deux parties. Bien entendu, il a exploité, il s'est nourri du pétrole du Sud Congo, notamment du Kwilu. Et donc, tout ce pétrole, tout ce magot a été investi dans les paradis fiscaux, les biens mal acquis et les valeurs mobilières, c'est-à-dire actions, obligations et tous leurs biens qui font partie des biens mal acquis. On oublie que cet argent est rentré majoritairement aussi ou investi dans ce qu'on appelle le triangle de Bermude. Là où le triangle de Bermude, connu dans les Caraïbes, où les avions, les bateaux, tout ça disparaissait. Mais nous, les triangles de Bermude au Congo, c'est là où tout l'argent des comptes publics du Congo disparaissent. C'est où? Vous les connaissez. Vous prenez au nord, au Bouya, vous passez au Lombo, jusqu'à Tikapika. Au milieu, vous avez Edou Oyo. C'est ce triangle-là. Vous pouvez le dessiner. Si c'est un triangle rectangle ou équilatéral, on peut tout chercher. Edou au nord, au Bouya au nord, on passe par là, au Lombo, là où se trouve son aéroport international et privé, allez jusqu'à Tikapika, vous faites ça, vous placez Oyo et Edou au milieu, ça c'est le triangle de Bermude, qui a englouti 90% des deniers publics congolais, qui est en train de chercher à hypothéquer l'avenir de nos écosystèmes de tout le pays et toujours investi là. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque les Congolais civils et politiques et militaires n'ont pas pris les responsabilités. Donc, Sassou Nguesso, pour diviser le pays en deux parties, il a dit non, oui, on va plus dépendre du pétrole des Bas-Congo là. Le pétrole de Pointe-Noire, c'est le pétrole des Bas-Congo. Vous imaginez comme chef d'État. Et donc, pour unifier le Nord avec lui, que nous avions maintenant notre pétrole dans le Nord, dans le même principe que l'ignorance et la paix des souffrances. Donc, c'est maintenant notre pétrole. On ne va plus dépendre du pétrole du Sud là. Donc, au Nord, on est maintenant indépendant du Sud, comme si on n'était pas dans un pays, un même pays. Mais c'est le paradoxe de cette dictature. Mais c'est nous qui avons laissé. Donc, Sassou est là dans la continuité de la division. Que vous avez cherché, vous parlez du pétrole, chaque fois le pétrole au Sud, et qu'il vole le pétrole du Sud ou de... Non. Et là, bingo, on a trouvé le pétrole au Nord. Mais je vous l'ai dit, dans 97% des cas, c'est une escroquerie. Cette escroquerie est politique, économique, parce qu'on n'a plus les moyens de l'État pour faire ces explorations qui ne servent à rien. Cette escroquerie est scientifique. Et c'est ce que je vais vous démontrer par la deuxième raison. Mesdames et messieurs, quand on parle du pétrole, c'est de l'huile. Et donc, pour tous ceux qui, à un moment ou l'autre, ont étudié la géologie, les sciences naturelles comme moi, ou ceux qui ont fait les études du pétrole, ils reviennent toujours à la même conclusion, que le pétrole, que nous voyons partout à travers la planète, est apparu
et s'est consolidé à partir de l'Éocène, c'est-à-dire à l'ère tertiaire, il y a 60 millions d'années. Donc, il y a 60 millions d'années, c'est là où le pétrole s'est consolidé. Pardon. 60 millions d'années, c'est-à-dire nous sommes à l'ère tertiaire, au milieu de l'ère tertiaire. Quand on parle de l'ère tertiaire, ça commence déjà par le Paléocène, en passant par l'Éocène, l'Oligocène, le Miocène, le Pliocène. Et après la fin de l'ère tertiaire, et c'est là que nous entrions dans l'ère quaternaire. Et ce n'est qu'à la fin même du Pliocène que l'homme serait apparu. Et jusqu'à, c'est-à-dire 10 millions d'années à peu près, jusqu'à l'arrivée de la première civilisation, c'est-à-dire à la fin du quaternaire, c'est-à-dire il y a 500 000 ans après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ. Et donc, ces 500 000 ans, là qu'on parle de la civilisation, ça a commencé par les paléolithiques, et puis les néolithiques, l'Empire chinois, l'égyptologie, 600 ans avant Jésus-Christ, puis l'Empire grec, Jésus-Christ, l'Empire grec est 300 ans avant Jésus-Christ, puis Jésus-Christ, puis 1er siècle au 5e siècle, l'Empire romain, du 5e siècle au 9e siècle, l'Antiquité, entre le 9e siècle et le 13e ou 14e siècle à peu près, c'est le Moyen-Âge. Et puis la Renaissance jusqu'au 17e siècle. Et puis la Révolution industrielle, le 18e siècle, le siècle de lumière, de toute la liberté d'expression, de la pensée, de scientifiques et autres. Puis le 19e siècle, le 20e siècle, et nous sommes là au 21e siècle, on va vers le 22e siècle. Voilà pour peut-être cette chronologie. Donc revenons d'abord à cette histoire du pétrole. Donc le pétrole, partout où il y a du pétrole, ça date de l'Éocène. Donc au milieu de l'ère tertiaire, il y a 60 millions d'années. Mais pourquoi le pétrole s'est-il apparu à cette époque-là? Il faut aller plus auparavant. Donc nous sommes à l'ère secondaire, et notamment au Jurassique. L'ère secondaire est divisée en 3 parties. On appelle ça les aires géologiques, mais l'ère secondaire commence au Trias. Il y a 225 millions d'années. Puis passer par le Jurassique. 180 millions d'années à peu près. Et puis le Crétacé. Et après le Crétacé, on rentre dans le tertiaire. Donc, l'ère secondaire, et notamment au Jurassique, vous avez dit que les dinosaures ont disparu pendant l'ère Jurassique. Mais au Jurassique, c'est là où naissaient les premières plantes à fleurs, qu'on appelle les angiospermes, à la différence des conifères, comme les sapins, autres qu'on trouve majoritairement dans l'hémisphère nord ou dans les régions tempérées d'Europe et d'Occident. Et donc, c'est au Jurassique que les premières plantes à fleurs commençaient. Quand on parle de plantes à fleurs, on pense à quoi? On pense au pollen. Et donc, ces pollens-là, les plantes à fleurs se sont développées et jusqu'à arriver à cette période-là qu'on appelle l'Éocène, ou tertiaire. Mais entre-temps, il y a eu des moments de réchauffement. Donc, ces pollens-là se seraient déposés, accumulés progressivement et piégés par les lois physiques, chimiques, biologiques et géologiques. Et donc on a construit ce pétrole-là à cette époque-là. Donc, on ne peut parler de pétrole sans parler de pollen. On ne peut parler de pétrole sans parler de cette période-là de l'Éocène. Et d'ailleurs, le pétrole qu'on retrouve au large du golfe de Guinée, c'est-à-dire en partant du delta du Niger, en passant par le Cameroun, le Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun, en commençant le delta du Niger, le Niger, puis le Cameroun, puis la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la RDC, puis l'Angola. Tout ce pétrole-là qui fait partie assis sur la plateforme continentale.
cette plateforme continentale et qui s'étend jusqu'à peu près à 800 km, commence au bord de, cette année, ça commence sur le bord du Mayombe, et ça s'étend, c'est une plateforme qui fait comme ça, hein, ça descend. Donc là, si on prend là, c'est le Mayombe, là c'est Pointe-Noire, et ça descend, hein, et jusqu'au moins 800 km. Et donc le pétrole qu'on a dit ici, autour des 80, depuis 80, 100 à 80 km jusqu'à la terre de Pointe-Noire là, tout ça c'est la plateforme. Elle descend là, jusqu'à 800 km. Et après ça commence à remonter un petit peu, jusqu'à arriver à la dorsale médio-océanique qui se passe au large de Pointe-Noire, c'est-à-dire à peu près à 2000 km au large de Pointe-Noire. Et cette dorsale médio-océanique elle est déjà l'Islande, donc qui a séparé les plaques dans la dérive des plaques continentales qu'on appelle la dérive de la technique des plaques. Donc cette technique serait passée autour du Paléocène. Et donc, avant d'arriver, nous avions déjà le pétrole qui a été piégé de ce côté. Et donc cette dorsale médio-océanique qui divise l'Afrique des Amériques ou l'Amérique du Sud. Et donc cette dorsale médio-océanique passe à peu près à 2000 km au large là-bas de Pointe-Noire. Et après, quand on traverse cette dorsale médio-océanique, vous avez encore peut-être 2500 km pour arriver les côtes des Caraïbes ou de l'Amérique du Sud. Et donc, ça fait comme ça. En fait, ça fait comme ça. Pointe-Noire, c'est là, et ça fait comme une courbure comme ça. Et cette dorsale-là, il y a une fois, c'est vraiment profond. Donc, je parle de la bathymétrie de l'eau de la mer partant de Pointe-Noire jusqu'à la dorsale. Bon, je pense que ça commence à... là où on fait le pétrole, ça doit être à... Je pense, disons, 300 à 500 mètres, 500 km de profondeur. Hein, la mer là. Mais quand on avance plus haut, on arrive à la moyenne autour de 1000 à 1500 mètres de profondeur au niveau bathymétrique. Donc, je vous définis que le pétrole, quand on parle de Pointe-Noire, où ça, et là où on voit aussi sur la ville de Pointe-Noire, elle est là, le début, là, il y a du pétrole en bas même à Pointe-Noire. Tout ça, c'est la plateforme continentale des terrains géologiques qui sont là, datent de l'Éocène. Et donc, tout autour, il y a du pétrole, on peut rechercher des poches en fonction de ces phénomènes physico-chimiques, biologiques et géologiques qui se sont passés là, à cette époque-là, avant la dérive des continents. Or, le bassin du Congo, et notamment les zones précitées, c'est-à-dire la Sangha, la Likwala et la Kivette Est. Donc nous sommes comme ça, le bassin du Congo est comme ça. Donc là, si on arrive là, le fleuve Congo, là où passe l'Iranga, le Mosaka, c'est quelque part là. Et donc, on vient du Cameroun là, ou du Gabon par là, on descend comme ça. Et après, on remonte vers Kisangani, encore là. On peut remonter jusqu'à arriver vers le Rwanda, ou l'Ouganda et autres, donc ça fait comme ça. Mais tous ces terrains-là sont du quaternaire. Et quand on voit les quaternaires, bon, les quaternaires, bon, on trouve des feuilles mortes qui ont été piégées là. D'où l'importance parfois des tourbières. Mais le soubassement de ces zones est tenté, bien sûr, air secondaire, mais toute cette matière organique qu'on appelle l'énergie fossile, que ce soit des tourbières, mais ici il y a des pétroles, il faut encore attendre 40 millions d'années, parce que les terrains géologiques de cette zone-là précitée datent de moins de 10 millions d'années, qu'on appelle les bassins du Congo. Bon, quand on voit la nature des sols, oui, c'est des sols quoi, hydromorphes, donc c'est des vasières. Et oui, hydromorphes, mélange de boue, de tout ce qui est fait en décomposition, ou des bois, tout ça en décomposition. Et donc,
ces bois en décomposition. Et oui, ou des fois là, on peut faire des tourbières. Donc nous sommes la réserve quelque part des tourbières dans toute cette zone-là. Et qui va déjà dans le sud de la Likwala, hein, tout ça là, en passant par l'est de la Sangha, puis l'est de la Kivette. De l'autre côté là-bas, en RDC, c'est pas, ils ont mélangé politique et région d'Équateur, on peut arriver jusqu'avant Bandundu. Et nous, avant l'arrivée les plateaux. Mais tous ces sols sont naturellement hydromorphes. Mais puisqu'on va vers là où ils ont dit qu'ils ont découvert le pétrole, et surtout dans la Sangha ou même dans la Likwala, mais c'est des sols posolithiques, ferralitiques, donc il contient beaucoup de fer. On parle aussi, il y a des latérites, et donc c'est des terres riches en mines solides en énergie fossile dans le pétrole. Donc, les terres de cette zone datent du Quaternaire. Donc, il y a moins de 10 millions d'années. Or que le pétrole, naturellement, s'est formé il y a 60 millions d'années. Donc, pour avoir le pétrole, il faut avoir les compositions là. Même d'ailleurs, les bassins houillés, qui datent du Carbonifère. Parce qu'il faut ces Carbonifères, il faut se dire qu'il y a 300 millions d'années, à peu près. Eh bien oui, là, on trouvait des mousses, des plantes primitives. Et c'est eux qui ont créé, puis permettent, par les phénomènes géologiques, de créer ce qu'on appelle les bassins houillés, qu'on les trouve majoritairement dans le nord de la France, hein, du côté des Ardennes, allant jusqu'au Luxembourg, l'Allemagne et autres, voilà. Ça va plus loin jusqu'en Russie. Donc, ce sont des terrains de type carbonifère. Donc, ça, c'est au primaire. Et donc, pour nous, en tant qu'éclairés scientifiques, donc trouver du pétrole dans ce bassin et à ces endroits-là, c'est de l'escroquerie scientifique. Et d'ailleurs, RFI, qui est une chaîne écoutée ou qui relève beaucoup d'informations aussi de la France-Afrique, mais n'a même pas fait événement à ça, parce que derrière RFI, il y a des scientifiques. Il y a que les journaux inféodés au régime, comme autant des médias classiques. Mais au terme d'informations et d'enjeux éducatifs sur le réseau global, dans YouTube à ce moment autre, donc il faut dénoncer ce genre de scoquerie qui ne puisse plus se répéter. Donc, en résumé, la fête du 15 août 2019 est un événement pour les Congolais libres et puis des valeurs de liberté, de dignité et de justice, et qui ont les droits et devoirs de défendre leur pays. Donc ce jour-là, tous les Congolais devaient quelque part, oui, dire c'est une fête de l'indépendance, je ne veux pas donner un ordre, mais chacun peut fêter cette fête de l'indépendance d'une autre manière, mais fêter ça dans le drame d'un pays qui reste devenu une poudrière, d'un pays et qui est déjà presque devenu dans un état critique, reste des chaos réels. Mais parce que nous avions laissé faire, que je vous ai tout dit que dans ce monde brut, si vous laissez votre pays aux mains des colporteurs, des erreurs du passé, et voilà les résultats. Si vous restez à jour aux naïfs, aux passifs et aux peureux, aux lâches, et voilà, quand les gens s'accaparent de votre pays, et voilà les résultats. Donc cette parenthèse des Sassou Nguesso va être pour nous la manière de repenser. Qu'est-ce que c'est le sens de l'État qui, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, doit nous encore laisser à la tête de l'État. Et que sous prétexte que ce soit, pour certains, où les émotions sont au-dessus de la raison. D'autres, la guerre des échos, où les ambitions personnelles et les intérêts particuliers sont au-dessus de la raison, de l'intérêt général et de la survie de tout un peuple, d'une nation. Donc vous devez comprendre ça. Ailleurs, on ne se laisse pas faire. Que quelqu'un vient pour X émotion ou pour X
achat de conscience, corruption, mais eux, voilà, vous vendez votre pays. Donc, nous, là, la situation de Sassou Nguesso que nous vivons aujourd'hui doit éveiller plus d'un Congolais sur 2. Et après, nous passerons à plus de 2 Congolais sur 3. L'enjeu est d'arriver à 80% des Congolais ou de 100% des Congolais qui peuvent comprendre ces enjeux-là. Ne laissez pas les clés de votre maison à un voleur. Ne laissez pas la garde de vos enfants à un pédophile. Ne laissez pas votre vie dirigée par des criminels. Et donc, vous voyez la situation. Et tous ceux qui nous ont roulé de la farine, depuis la conférence nationale souveraine, en passant par le pouvoir des Souba, et Sassou Nguesso aujourd'hui, c'est faute les mains. Et beaucoup en ont peur, parce qu'ils ont fabriqué un monstre, et qui s'est accaparé des moyens de l'État, et qui ont été les fracasser aussi, parce que beaucoup sont terrés comme des rats. Beaucoup ont été assassinés, certains sont en prison, et n'oublions pas, ceux qui sont en exil, et en terminant, n'oublions pas, ceux qui sont dans les médias et réseaux sociaux, qui viennent nous attaquer, nous insulter, et dire oui, mais quelle est votre cause et autres, ils mélangent ça, et nous ne sommes pas capables de se structurer, dire non. Donc c'est qu'il a attaqué ces gens-là. Vous connaissez une personne qui passe son temps et qui a dit même que, parce qu'on a demandé sur un procès que je vais avoir un gros bonnet avec le gros bonnet de la France Afrique, et qui a dit non, mais pourquoi tu ne payes pas ça? Attends, ce n'est pas une affaire privée. Depuis des années, ma vie en France, c'est et je n'ai jamais fait mon délai pour mes affaires privées et autres. Jamais. Je l'ai toujours aidé. Mais là, c'est une affaire de la résistance, de la cause commune. On appelle tout le monde, on dit non, oui, mais en France, ici, pendant l'occupation, il y avait des raisons. Même les sionistes continuent aujourd'hui, ils sont très et autres pour leur pays. Mais pourquoi nous, on se dit là, une folle là, qui prend là, elle se réveille, elle va prendre ses psychotropes et ses antidépresseurs et ils viennent charger. Et en mélangeant aussi ceux qui ont tenté de libérer notre pays par la voie politique qui sont aujourd'hui emprisonnés, en les insultant, alors qu'ils ne sont pas encore morts. Et je leur ai envoyé des lettres de rappel. Attendons, la personne n'est pas encore morte, il va sortir de là. Et vous allez régler ses affaires avec lui, ses enfants et sa famille. Mais pour ma part, c'est une situation qui est déjà d'abord, il faut informer. Et puis dire aussi aux Congolais, et qu'il faut prendre la responsabilité, ne pas laisser ces gens continuer à jouer cette contre-résistance et qui est visible sur les médias réseaux sociaux. Ces gens-là ont tendu des pièges à tout le monde. Et à chaque fois, ils font les asidalies. Comme nous n'avons pas forcé les barrières de la raison, parfois certains se lancent là. Donc tout le monde doit se préparer individuellement, collectivement, à charger les contre-résistants qui sont dans les médias sociaux. C'est un combat où se mène la vie et la mort des uns et des autres, d'un pays qui risque de disparaître. Ce n'est pas de la diversion, ce n'est pas de la comédie. Mais pour eux qui passent ça, moi j'ai envoyé des lettres de rappel. Ceux qui sont dans l'ordre, qui attendent ces gens d'individus au moment venu. Mais c'est elle ou cet individu qui va subir. Mais puisqu'il y a eu le monopole de ça, on dit laisse tomber, parce que l'enjeu est national. La cause est nationale. Les gens qui viennent là, ce n'est pas pour vous demander quoi que ce soit. Moi j'ai demandé une cause commune. Si c'était qu'avec mon histoire, ma vie et autres, j'avais parlé de demander et autres. Là, c'est une responsabilité commune. Pour dire, nous sommes dans une cause pour responsabiliser. Si on avait plus, moi je l'ai dit qu'on prend la juste part pour cette affaire-là, et le reste va aux associations qui luttent pour la résistance. Et si on ne le fait pas, on va se retrouver dans la même situation. Et que nous, sur la plaine de Paris, par exemple, on appelait les gens à manifester, on se retrouve avec 200 personnes, alors qu'il y a plus de 100 000 Congolais ici en Occident. Donc, c'est ça le paradoxe. Et après, quand ça se libère, et c'est les peuples à venir, ah oui, je connais tel, je viens là-bas, je fais ceci, autre. Donc, vous comprenez que nous avions ces soucis-là, de cette anthropologie politique, sociale et culturelle qui n'est pas bonne. Et donc, nous devons éveiller votre conscience. En terminant sur cette affaire de pétrole, je vous l'ai dit qu'il n'y a pas de pétrole dans la cuvette, ni dans la Sangha, et encore moins dans la Likola, dans ces zones-là. Parce qu'ils font partie des zones qui sont des terrains hydromorphes, donc ils peuvent contenir beaucoup de tourbières, mais au point de vue de la datation, ce pétrole, avoir ce pétrole-là, peut-être qu'il est encore que jeune. Donc c'est un pétrole qui n'est pas encore rentable au niveau économique.
Et donc, investir de l'argent pour quelque chose qui ne sert à rien, donc c'est une escroquerie. Donc, l'enjeu est politique, pas économique. Et donc, vous avez compris politique, pour diviser, pour régner, que nous avons le pétrole au nord. Et donc, ça, vous avez compris. Donc, vous devez déjouer ce genre de mentalité, habitude et comportement dont il valait et qui désunit notre pays et qui fait la honte à notre pays. Donc, l'enjeu est de dégager ces gens-là. Parce que ce pétrole-là, eh oui, a commencé au tertiaire, il y a 60 millions d'années. Donc, partout où vous voyez le pétrole, partout dans le monde, prenez cette date-là, Éocène. Éocène, tapez ça sur Internet, vous dites, c'est E-O-C-E-N-E. E-O-E. E-O-C-E-N-E. Mais c'est là où tout est développé. Donc, tous ces trucs-là, c'est transformé pendant 40 millions d'années. Tout au long de l'Éocène. Mais les plantes qui ont ramené ça, les pollens, le pétrole naît du pollen. Le pollen, sans pollen, il n'y a pas de pétrole. Vous imaginez? Et sans feuilles mortes, il n'y a pas de tourbières. Sans bois mort, transformé par des mécanismes géologiques du métamorphisme ou du volcanisme et tout compagnie. La chaleur qui règne sur la Terre, elle est énorme. Je vous dis, les corps terrestres, de là où vous êtes debout, les corps terrestres se trouvent jusqu'à 60 km sous nos pieds. Et après 60 km, on rentre dans le manteau. Il y a deux manteaux, inférieurs et supérieurs. Mais cette distance-là s'étend jusqu'à 2500 km. Et après, on arrive au noyau. Et le noyau de la Terre, c'est qu'on appelle NIF, du nickel et du fer. C'est 5000 km à peu près. C'est énorme. Donc vous voyez la Terre qui fait 42 000 km tout autour. Mais vous voyez que la densité de la Terre, c'est énorme. Donc nous, ce qu'on trouve dans les mers, c'est surtout les terrains déjà basaltiques et puis liés aussi à tout ce qui est des transformations liées à l'évolution de la Terre. Et que la Terre est apparue il y a 4,6 milliards d'années et que la vie sur Terre n'a apparu qu'il y a 1 milliard d'années après. C'est-à-dire il y a 3,8 milliards d'années. Et entre là, jusqu'à l'arrivée des ères géologiques qu'on parle, à l'arrivée des premiers animaux, donc c'est le Précambien. Donc cette période de 3,8 milliards d'années jusqu'à 600 millions d'années. Et on arrivait à ce qu'on appelle le Précambien. Et c'est pendant ce Précambien que la vie était sous-marine ou autre. Et donc ça peut arriver au primaire. Et l'arrivée des premiers, qu'on appelle les premiers végétaux, qu'on appelle les algues, hein, et les algues marines, les champignons, les bactéries, les virus, voilà. Donc, et après, ce n'est jusqu'au Silurien, c'est-à-dire à la moitié de l'ère primaire, que tout s'est sorti de mer, hein, comme la transformation. Et la limite, on se voyait comme les amphibiens. D'un côté, ils étaient dans l'eau, et après, bon, ils sont sortis sur Terre. Et donc, ça s'est transformé après, arrivé des conifères, qu'on voit dans les hémisphères nord, européens, nord-américains, et même jusqu'à en Asie. Et donc, tout ça, il faut tenir compte de cette évolution. Et de ces conifères, nous sommes arrivés jusqu'au carbonifère. Et je pense que ces conifères, où tout ce qu'on trouve des bassins houillés, donc la plupart de ces plantes sont des conifères, des ex-conifères. Et alors que le pétrole, ce sont des pollens à partir du Jurassique. Donc je vous ai dit, et c'est pour répéter ça, il faut répéter pour que vous puissiez comprendre. Donc, je termine pour vous donner les 5 ères géologiques. La première ère géologique fut ce qu'on appelle l'ère archaïque, c'est-à-dire l'ère précambrienne, il y a 600 millions d'années. Après, nous sommes passés à l'ère paléozoïque, qu'on appelle l'ère primaire. Et dans cette ère primaire, on a commencé par
le Cambrien, le Silurien, le Dévonien, le Carbonifère inférieur et le Carbonifère supérieur. N'oublions pas le Permien. Et après, l'ère secondaire, donc le Trias, le Jurassique, le Crétacé. Et puis, sortant de l'ère mésozoïque ou l'ère secondaire, que je vous ai précité, on passait à l'ère cénozoïque. Et c'est là que nous avons parlé du Paléocène. Et l'Éocène, l'Oligocène, Miocène, Pliocène, et puis l'arrivée de l'homme et du Quaternaire et après la civilisation, le Paléolithique peuple. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt.